avec nous sur BFM Business. 4 experts ce soir en plateau pour parler macroéconomie. On va parler inflation, beaucoup. Risque de récession, un peu. Croissance, j'espère aussi beaucoup. L'euphorie des marchés financiers, en tout cas aujourd'hui, a caché un petit peu les questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'inflation est vraiment en train de refluer? Quelles sont les perspectives? Est-ce que les hausses de taux très agressives des banques centrales depuis maintenant plus d'1 an vont avoir un effet retard sur l'économie et donc pourraient plonger l'économie en récession? En un mot, est-ce que le combat est gagné? On va en parler avec Véronique Riche-Flores. Bonsoir, économiste indépendante à la tête de Riche-Flores Research. Également au plateau Anne-Sophie Alsif. Bonsoir également, chef économiste chez BDO France. Jean-Marc Daniel, qu'on ne présente plus, économiste à BFM Business, professeur émérite à l'ESCP. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG et intervenant évidemment régulier sur BFM Business. Véronique, lors de la dernière réunion de la BCE, Christine Lagarde nous a dit que le combat contre l'inflation n'est pas terminé. Pour autant, elle n'a pas évoqué de risque de reprise de l'inflation. C'est de la méthode Coué ou est-ce que la BCE ne croit pas à ce scénario? Alors, je pense que 2 choses. La première, le combat n'est pas terminé avec un objectif d'inflation à 2% quand l'inflation est encore supérieure à 7%. Effectivement, on n'y est pas. Non. Deuxièmement, la grande difficulté dans l'exercice de prévision de l'inflation, c'est précisément d'essayer de comprendre quels sont les processus de diffusion. On a eu des chocs, plusieurs chocs, essentiellement des chocs externes de matières premières. Mais on le sait, ces chocs se diffusent dans les prix des biens d'abord, et puis les prix des services, éventuellement les salaires. On a encore une inflation alimentaire qui continue d'accélérer. Donc effectivement, le premier constat, c'est qu'on a une satisfaction qui est que l'inflation décélère. Probablement que le mouvement à la baisse va s'accélérer parce que, pour des effets de base statistiques, on se réfère à une inflation sur 12 mois. Donc, quand vous comparez les niveaux des prix du pétrole aujourd'hui à il y a 1 an, ça fait mécaniquement baisser la partie énergétique qui a été très importante dans cette inflation. Est-ce que derrière, on peut avoir une reprise de l'inflation? Madame Lagarde va nous dire, bien évidemment, dans sa position, qu'elle va faire le possible, le nécessaire pour éradiquer l'inflation à jamais et qu'on revienne à 2%. Donc, ce n'est pas elle qui va nous dire « attention, ça risque de repartir ». Il n'en reste pas moins, on l'évoquera sans doute ce soir, on a des tas de questions au sujet de l'environnement inflationniste. Il y a beaucoup de raisons pour envisager effectivement des pics récurrents d'inflation qui seront probablement très difficiles à prévoir, qui sont des pics d'offres, des problèmes d'offres résultant de saturation de nos systèmes. Madame Lagarde ne va pas nous annoncer ce type de choc, et d'ailleurs, personne ne peut véritablement préciser ce type de risque aujourd'hui. Donc, elle était dans son rôle, effectivement, elle fait ce qu'il faut, elle n'a pas terminé, les résultats ne sont pas suffisants, il faudra qu'elle aille plus loin. Voilà ce que nous a dit Madame Lagarde, je crois. Jean-Marc, ça nous amène à nous interroger sur les véritables raisons du reflux de l'inflation. Est-ce que ce sont vraiment les hausses de taux qui ont permis de faire reculer l'inflation, ou est-ce qu'il y a avant tout un effet de base sur les matières premières qui a joué Non, je crois que les hausses de taux n'ont pas servi à réduire l'inflation. C'est-à-dire qu'on combat l'inflation d'aujourd'hui avec les outils des années 70. Mais l'inflation d'aujourd'hui n'est pas celle des années 70. Et il y a de plus en plus de papiers qui indiquent qu'on est dans une inflation de pénurie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une inflation d'excès de demande entretenue par un crédit trop abondant lié à de la création monétaire par les banques. On est dans une inflation qui est liée au fait qu'un certain nombre de produits disparaissent du marché. Et alors, il y a des effets de base sur l'énergie, c'est clair. Le prix du pétrole est stable et le prix du gaz s'est effondré. Sur les matières premières alimentaires, le prix du blé est en train de s'effondrer. Et quand vous regardez, non pas Madame Lagarde, mais ce qui se passe à Bruxelles auprès de la Commission, un des grands enjeux, c'est qu'est-ce qu'on va faire du blé? La Pologne est en train de dire, si vous n'évacuez pas le blé ukrainien, nous, on va réclamer des subventions pour nos paysans parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre à un prix qui soit un prix relativement rémunérateur. Et donc, il y a tout un tas de produits qui étaient à l'origine de la poussée de hausse des prix de l'année dernière, qui non seulement ont leur prix stabilisé, ce qui arrête l'inflation. L'arrêt de l'inflation, ce n'est pas la baisse des prix, c'est la stabilisation des prix. Et on est plutôt dans une phase, sur certains produits, de baisse des prix. Alors, la deuxième remarque que je ferai, c'est indépendamment du fait que Mme Lagarde, il faut bien qu'elle dise ce qu'on attend d'elle. Ce qu'on attend d'elle. Le problème, c'est qu'elle est sur un créneau où il y a d'autres banquiers centraux qui ne disent pas la même chose.
le banquier central du Canada a dit, écoutez, ça sert à rien de faire monter les taux. Moi, je suis arrivé à un niveau de taux qui est conforme à la croissance potentielle. J'arrête là. Le banquier central japonais, qui avait dit, je vais revoir la politique monétaire du Japon, a fait dans sa déclaration d'investiture, puisqu'il va prendre son pouvoir à la fin du mois, a dit devant le Parlement de la Diète japonaise, je ne vais pas changer la politique monétaire, je ne vais pas monter les taux parce que ça ne sert à rien. L'inflation au Japon n'est pas liée à un excès de demande. Donc, elle fait plus ou moins un discours qui est un peu convenu. Je pense que son problème à elle, c'est de remettre de l'ordre dans l'ensemble des parties prenantes de sa banque centrale. Elle a la Banque centrale d'Autriche qui dit il faut cogner parce que l'inflation c'est 2%, vous avez un outil, vous ne posez pas de questions. Et la Banque centrale d'Italie qui dit arrêtez de cogner parce que vous allez mettre un certain nombre de pays en difficulté sur le plan de la gestion de leur dette publique. Alors, elle essaie de faire un point d'équilibre entre tout ça. Donc, elle a un métier qui est plus difficile que les autres banquiers centraux. Donc, c'est pour ça que là, sa déclaration est plutôt assez habile. Pour autant, est-ce que ça veut dire, Anne-Sophie, qu'il n'y a pas de risque de reprise de l'inflation à travers le prix des matières premières, à travers la reprise économique mondiale ? Alors moi, je dirais plutôt non, en tout cas à court terme. Et j'aurais une autre explication qui est quand même principale pour expliquer ce reflux de l'inflation. À mon sens, la première cause, c'est vraiment le très fort ralentissement de la croissance mondiale et de la consommation. Quand vous avez justement une baisse de cette demande qu'on attendait, et donc un très fort ralentissement, forcément vous avez une baisse de la demande des énergies et donc, notamment en Europe, à 65% dans les contributions et postes à l'inflation, c'est l'énergie, 15% l'alimentaire et ensuite le reste. Eh bien forcément, vous avez moins de croissance, moins de demande, donc votre baril va baisser, on va dire à moyen long terme, sans les problèmes de volatilité et des chocs qu'on va toujours avoir. Et donc forcément, vous allez avoir un ralentissement de l'inflation. Encore une fois, pas de la baisse des prix, mais un ralentissement de la hausse. Ça, on va le voir cette année et encore l'année prochaine. Ce qui est assez intéressant, et moi je reviendrai plus là-dessus, et qui explique pour moi cette situation, c'est beaucoup plus cette dichotomie qu'on a avec d'un côté des politiques budgétaires qui restent expansionnistes et de l'autre côté des politiques monétaires qui ne le sont plus du tout et qui sont dans un processus de hausse des taux. On se souvient tous du fameux policy mix où normalement les deux sont coordonnés pour gérer une crise et une après-crise. Là, on n'a pas. Et pourquoi ? Et c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'économie historique pour voir un petit peu ce qui se passe avant. Depuis qu'il y a le Covid, sur ce plateau ou d'autres, on n'arrête pas de dire que chaque année, il va y avoir un effondrement, des faillites d'entreprises et la récession. Tous les ans, on dit ça et finalement, on ne l'est pas. Je me souviens encore, l'année dernière, en fin d'année, on disait risque de récession mondiale en Europe, dans le monde. On voit qu'on n'y est pas du tout. Pourquoi justement ? Parce qu'on a ces politiques budgétaires qui restent accommodantes, qui vont continuer. Alors on voit qu'on a un fort ralentissement de la croissance dans les pays développés, mais avec ce stimuli budgétaire, des aides, d'aide au pouvoir d'achat, etc., on a encore de la création qui vont aux ménages, qui vont aux entreprises. Et donc cet effondrement de la consommation qui devait nous conduire à la récession n'est pas là. Donc on n'a pas de récession, on a seulement un ralentissement de la croissance qui explique que comme on a un ralentissement, on aura moins de demande d'énergie fossile, donc forcément un impact à la baisse sur l'inflation. Donc, à mon sens, c'est beaucoup plus ça le cheminement que juste de la volatilité qui continuera sur les matières premières, l'alimentaire, l'or. C'est les actifs spéculatifs classiques qu'on connaît tous ici, mais qui n'expliquent pas structurellement la trajectoire de l'inflation cette année, l'année prochaine. Alexandre, est-ce qu'on peut parler seulement de volatilité sur le pétrole ? On a bien vu le signal très fort qui a été envoyé par les pays de l'OPEP qui vont réduire leur production. Ça a fait remonter le prix du baril. Le message, clairement, ils veulent un baril au-dessus de $80, voire bien au-delà. On sait que le pétrole de schiste, ça n'est pas rentable en dessous de $80. Oui, là, on parle aussi de l'Arabie Saoudite, du coup, mais ce qu'on appelle les break-even, c'est-à-dire les points de rentabilité du pétrole saoudien, ils sont plus bas que les $80. Mais on n'a pas entendu les Américains, mais on sait très bien qu'eux s'accommodent beaucoup plus d'un pétrole à $80, en tout cas les grands pétroliers. Oui, mais ils ont aussi des obligations stratégiques de refaire les stocks, et c'est ce qui a posé problème aux Saoudiens. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite a envoyé ce message un peu géopolitique, parce que l'administration Biden avait expliqué qu'il fallait refaire les stocks stratégiques vers les $70, et quand on y a été, on est même passé un petit peu en dessous, il ne s'est rien passé. Les stocks n'ont pas été refaits. Du coup, l'Arabie Saoudite et d'autres pays envoient ce signal. Moi, je pense quand même qu'il y a des composantes d'ordre macroéconomique là derrière. Si on regarde même, par exemple, du côté des États-Unis, vous regardez leur niveau de forage de pétrole en activité. Toute l'année dernière, ça a cru à un rythme très important pour contrebalancer le choc créé par la Russie. Et la production journalière de pétrole brut américain a atteint des zones autour de 12 millions, 12,3 millions de barils jour.
jours. Ce n'est pas un niveau pré-Covid où on était aux alentours de 13 millions, mais c'est un niveau significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, l'année dernière, ont voulu faire pression sur les prix pour ensuite pouvoir acheter du pétrole moins cher. Et le fait de voir l'Arabie Saoudite, du coup, choisir de baisser sa production, et d'autres pays, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, l'ensemble de pays de l'OPEP+, je pense, et c'est les statistiques qu'on a eues aujourd'hui d'ailleurs aux États-Unis, je pense, vont un peu dans ce sens-là, c'est je pense qu'ils voient que l'économie mondiale est en train de ralentir, qu'elle va accélérer ce ralentissement. On a des chiffres de la consommation en Europe ces derniers temps qui ont montré un fléchissement plus fort qu'attendu en France, en Allemagne et dans plusieurs pays du Sud. Et on voit que les statistiques avancées américaines, ISM manufacturier qui est en contraction pour le 5e mois consécutif, et l'ISM service, ça c'est le plus important, qui passe une belle zone de 55 à 51, qui est presque une zone de contraction. Ça veut dire que les Saoudiens, je pense, ont senti et commencent à sentir le vent tourner, et donc ajustent plus pour des raisons d'ordre macroéconomique que des questions géopolitiques. Et ça veut dire quoi? Vous ne croyez pas au scénario de reprise de l'inflation à travers les matières premières? Pourquoi dans un contexte mondial qui ralentirait surtout sur la partie américaine, et je pense qu'on va commencer à parler de récession au nouveau côté US, peut-être récession technique dans un premier temps, mais je pense que le scénario d'une contraction de l'activité américaine au deuxième trimestre, c'est un scénario bien réel, et donc je ne vois pas dans ce contexte-là comment, hormis un réemballement de la situation géopolitique et d'autres coupes à marche forcée des pays de l'OPEP, comment le pétrole irait taper un $100 dans ce contexte. Pour moi, il est plutôt destiné à retomber vers les 70 et peut-être même aller un peu sous les $70 dans les mois qui viennent. Voilà une réponse qui est claire, au moins. On nous parle beaucoup de transition écologique. On a encore eu le rapport du GIEC ces derniers jours qui nous a dit qu'il fallait vraiment accélérer la cadence. Le GIEC, c'est le groupe d'experts indépendants sur le climat. Véronique Riche-Flores, on sait par nature que la transition, elle est inflationniste. Alors, la transition est par nature inflationniste. Je rebondirai sur ce que disait Jean-Marc Daniel tout à l'heure. La problématique climatique, c'est d'abord une problématique de raréfaction de la ressource. Raréfaction des ressources en eau, des ressources probablement un certain nombre de matières premières. Et c'était également des politiques de lutte contre le réchauffement qui vont être coûteuses, qui nécessitent effectivement une refonte totale. C'est trop lent, c'est beaucoup trop lent, il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite, mais une refonte totale de notre mode de fonctionnement, notre mode de production, ça occasionne des coûts ça devrait occasionner des coûts assez considérables pour les entreprises. On l'a vu dans le secteur automobile, il y a tout le reste qui est encore, qui est beaucoup plus en retard. Donc effectivement, et ça va de pair sans doute à moyen, long terme, avec un rapprochement des sites de production plus proche des consommateurs pour éviter effectivement le transport à travers la planète qui lui également est assez contre-productif en matière climatique. Et tout ceci, ça veut dire probablement des coûts de production plus élevés à terme. Ce qui est produit aujourd'hui dans des pays à coût de main-d'œuvre très bas, le sera sans doute graduellement de moins en moins, avec des coûts de main-d'œuvre plus élevés, des coûts de ressources plus élevés et une réglementation de la fiscalité qui font un ensemble effectivement potentiellement plus inflationniste. Anne-Sophie? Alors, c'est vrai que la transition a un coût inflationniste. Après, là aussi, il faut regarder ce qui se passait avant ces situations-là, puisque cette transition écologique, ça fait longtemps qu'on l'annonce, quand on lit les rapports, ça fait plus de 30 ans qu'on sait. Et avant que ce soit la crise Covid ou la crise énergétique, on était plutôt dans une situation déflationniste, en fait, depuis la crise de 2008. Pourquoi ? Parce qu'on a des grands vecteurs macroéconomiques qui sont plutôt déflationnistes. On a parlé de ce qu'on appelait le très fort ralentissement de la croissance et des gains de production. On est dans cette tendance-là parce qu'on a un très fort vieillissement de la population qui joue en effet à la baisse. On a la fameuse révolution numérique qu'on attendait, qui devait créer plein de valeurs ajoutées, etc. On voit que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on a des tendances à moyen long terme qui sont plutôt pour, on ne va pas dire déflationnisme, en tout cas pour un ralentissement de l'inflation. Et puis de l'autre côté, on a cette transition. Et à mon sens, c'est ça qui va être très très compliqué et qui va être source de crise sociale ou même de mouvements. C'est qu'on va vraiment être dans des phénomènes d'inégalité parce qu'on le voit très bien dans le rapport du GIEC, tous les pays et toutes les zones ne vont pas être traités malheureusement à la même enseigne. Et donc vous allez avoir des réactions, que ce soit financières, monétaires et inflationnistes, qui vont être très différents selon les blocs. Et c'est pour ça aussi que les différents blocs, États-Unis, Chine, Europe, mettent en place des politiques qui sont assez différentes parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas du tout dans la même situation démographique, pas du tout dans la même situation de croissance et donc ils ne seront pas du tout impactés normalement. Donc là aussi, je pense qu'il faut sortir un petit peu du discours convenu sur la transition, un petit peu comme tout le monde. Non, on n'est pas du tout dans la même situation et à mon sens, il y a vraiment un sujet, on le verra, c'est que je ne dis pas que ce sera du chacun pour soi, mais en tout cas, chaque zone sera impactée différemment.
et ne va pas réagir d'une manière homogène également en termes de finances. Alors peut-être convenu, mais c'est vrai qu'on s'intéresse à ce qui potentiellement peut faire redémarrer Tout à l'inflation. Jean-Marc, vous y croyez, vous, l'accélération de la transition écologique qui ferait rebondir, reprendre l'inflation? Mais je rappelle quand même ce que c'est que l'inflation. L'inflation, c'est une hausse générale et durable de l'indice général des prix. Et c'est mesuré par l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce n'est pas parce qu'un prix augmente qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un prix qui augmente et puis ensuite, il va se stabiliser. Le coût de l'énergie va augmenter, puis ça va se stabiliser. Le coût de l'eau va augmenter, puis ça va se stabiliser. Et donc, effectivement, je maintiens, il y aura des à-coups de pénurie. Mais après, l'évolution technologique, elle va se stabiliser. Et donc, il va y avoir une modification de la répartition des coûts qui va être liée là aussi à la répartition des gains de productivité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, comme vient de le dire Anne-Sophie, il y a des endroits où il va y avoir de la déflation, les prix vont baisser. Et pourquoi est-ce que les prix vont baisser? C'est ça qui est important et qui nous différencie des années 70, c'est que dans les années 70, les gains de productivité se traduisaient par des hausses de salaire. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des effets Balassa-Samuelson. On augmentait les salaires dans les endroits très productifs. Les gens dans les autres endroits disaient, écoutez, mais moi aussi, j'ai droit à une hausse des salaires. On augmentait aussi les salaires. Et donc, les hausses de salaires généraient comme ça des hausses de prix, qui étaient des hausses de prix dans les endroits peu productifs. Maintenant, on est dans une situation relativement concurrentielle sur les marchés du travail. Et à partir de ce moment-là, les gains de productivité se traduisent non pas par des hausses de salaires, mais par des baisses de prix. Parce que les entreprises cherchent à garder ou à améliorer leur position sur le marché. Et donc, pour y parvenir, pour prendre des parts de marché à leurs concurrents, elles baissent leurs prix. Donc, je pense, pour résumer mon propos, c'est que je maintiens effectivement que l'inflation est quand même une inflation de pénurie. Donc, la hausse des coûts qui est liée à une mutation technologique n'est pas par nature inflationniste. Et que la réponse de l'appareil productif en termes d'arbitrage prix, productivité, salaire, dans un contexte de concurrence, c'est une réponse plutôt par la baisse des prix, la déflation, que par la hausse des salaires. Ce qui est un enjeu dans tout ça, c'est jusqu'où fonctionne la concurrence. Il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire qu'un des éléments clés de ce qui va se passer, c'est le recul de la concurrence dans les pays occidentaux, et singulièrement aux États-Unis. Il y a tout un tas d'études qui montrent qu'effectivement, un des enjeux importants de ce qui va se passer, c'est moins la politique monétaire que la capacité de l'administration américaine à remettre de la concurrence dans le circuit. Le président Biden avait nommé à la tête de l'autorité de la concurrence une jeune juriste qui était supposée avoir une action déterminée face aux lobbies qui sont en train de se constituer, aux oligopoles qui se constituent aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Donc, c'est ça qui est, à mon avis, le plus inquiétant, c'est l'absence de volonté et de détermination concurrentielle dans un contexte où c'est par là qu'on pourra bénéficier des gains de productivité. Alexandre, vous non plus, vous n'y croyez pas à l'inflation liée à la transition écologique? On sait très bien qu'avec la transition, on passe d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux métaux. Et sur certains métaux, on risque d'avoir des tensions qui vont faire grimper les cours. Oui, mais c'est vrai que les pays producteurs même de métaux industriels, par exemple l'Amérique du Nord, c'est une zone qui peut extraire et qui a des réserves de métaux potentiellement industriels importantes. La question qu'on a à court terme, c'est plutôt est-ce que la Chine, son redémarrage, va d'un seul coup nous ramener une deuxième vague d'inflation, et donc on craindrait le spectre des années 70-80, qu'une redémarrage de l'inflation sur les chapeaux de roue. L'inflation, quand on regarde juste la chronologie d'arrivée de l'inflation, donc Covid, on confine, puis on consomme beaucoup de biens parce qu'on ne veut pas consommer de services. Donc l'inflation arrive d'abord aux États-Unis par les biens, puis dans les services. Ça arrive en Europe ensuite, sur la même chronologie, les biens, puis les services. Donc on voit que dans les contributions de l'inflation américaine, par exemple, la partie liée aux biens et la partie liée à l'énergie, elle est quasiment restreinte presque à zéro. Elle va bientôt passer en contribution négative. Il reste surtout une partie liée aux services. Et ça, on sait que c'est beaucoup lié, notamment aux hausses de salaire. On a toujours des rythmes de production, des niveaux de salaire de 4% aux États-Unis en termes de progression. Mais l'aspect redémarrage de la Chine ou autre, vous avez désormais des prix à la production qui, d'une année à l'autre, sont devenus négatifs en Chine. Donc là, on n'a pas seulement un ralentissement des prix à la production, on a carrément une baisse des prix à la production. Et on voit que la révélation de la Chine a recréé un peu de tension sur des métaux comme le cuivre, par exemple, mais on ne retrouve pas encore le niveau qu'on a trouvé dans les phases de pénurie du Covid. Et c'est vrai qu'une énorme partie de cette inflation est quand même venue par ces tensions d'approvisionnement, les tensions sur la supply chain. Et quand vous regardez les indices mondiaux qui mesurent les tensions sur la supply chain, on est revenu sur des niveaux totalement normaux, en fait. Le prix du transport maritime est redevenu totalement normal. La fluidité du transport mondial est revenue à la normale. Et donc, quand on regarde les dernières enquêtes qui ont été publiées aux États-Unis, les chefs d'entreprise, aussi bien manufacturiers que services, disent que la pression sur les intrants a largement diminué. Ils sont surtout confrontés à une question de coûts et de coûts internes. Et donc, ça, c'est plutôt la partie salariale, en fait. Et donc, on voit que c'est
c'est ça en fait qu'il faut résoudre. C'est ces gens qui ont quitté le marché du travail, notamment aux États-Unis, et très fortement pendant le Covid, et qu'on a du mal à remettre dans le marché du travail. Et c'est pour ça qu'on regarde plein d'indicateurs, JOLTS, etc., pour voir les emplois vacants. Mais il me semble que le gros de l'inflation est encore là-dedans, par cette partie services et salaires, mais c'est le seul truc qu'il faut casser pour que l'inflation revienne sur un niveau normal, mais qu'après toutes les questions liées aux matières premières, coûts en amont ou autres, ça s'est normalisé. Donc pour moi, il n'y a pas de risque immédiat de redémarrage. Jean-Marc Daniel, question concernant les États-Unis, puisqu'on en parle, l'inflation sous-jacente, l'indice score, reste élevé aux États-Unis. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'indice, il est en train de répercuter l'onde de choc qui a commencé sur l'énergie. Il faut voir qu'il y a un certain nombre de pays qui ont essayé d'avoir comme stratégie anti-inflationniste de faire monter leur taux de change pour faire baisser le coût des matières premières en dollars. Cette stratégie-là, les États-Unis ne peuvent pas l'utiliser. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas en bénéficier. C'est-à-dire que le commerce international est en dollars et même si le dollar s'apprécie, immédiatement, par rapport aux autres monnaies, immédiatement, de toute façon, les prix continuent à être ce qu'ils sont en dollars. Donc, je pense que je maintiens, c'est ce qu'on a dit, c'est tous ces mécanismes-là qui sont en train de miner l'économie américaine sont des mécanismes liés à un recul de la concurrence dans les grandes entreprises, recul de la concurrence sur le marché du travail, recul de la concurrence, effectivement, dans ce secteur des services, qui est un secteur qui, traditionnellement, a toujours été obéré par cette absence et surtout par des difficultés à introduire de la productivité. Et donc, le véritable enjeu, c'est si le numérique met de la productivité, il faut que la concurrence soit là pour que cette productivité se traduise effectivement par des baisses de prix et et donc, pour rejoindre ce que viennent dire les autres débatteurs, je pense qu'effectivement, il y a plus un risque de déflation maintenant sur un certain nombre que de véritables risques d'inflation, et même sur le pétrole et les matières premières. Bon, la Chine, donc l'Arabie Saoudite, elle restreint un peu sa production parce qu'elle a passé un accord avec l'Iran grâce à la Chine. C'est la Chine qui a réuni autour de la même table les Saoudiens et les Iraniens, ce qui paraissait invraisemblable il y a encore 3-4 mois. Bon. Sauf qu'au même moment, l'Angola et le Nigeria sont en train de négocier avec le FMI un plan de redressement qui prévoit une augmentation de leur production de pétrole. Donc, d'un côté, il y en a qui baissent, et puis d'un autre qui disent écoutez, bon, si vous baissez, moi je vais en profiter pour essayer de monter ma production et essayer de résoudre mes problèmes de déficit extérieur. Donc là, je pense que cet aspect-là, effectivement, est un aspect qui est relativement contenu. On va parler croissance et risque de récession dans un instant. Une dernière question sur l'inflation. On a vu dans les prévisions de la BCE que dans 2 ans, on sera encore au-dessus des 2%. Anne-Sophie, comment est-ce qu'on vit avec une inflation durablement au-dessus de 2%? On n'était plus habitué. Alors, on n'était plus habitué, puisque comme on l'a dit, depuis la crise de 2008, on était plutôt dans un risque de déflation. On se souvient, on empruntait à 20 ans à 1% et on trouvait ça tout à fait normal, malgré des taux de croissance plus élevés. Donc, on n'était pas dans une situation de normalisation. Normalement, cette politique de taux bas, c'est conjoncturel, c'est une politique qu'on utilise pour répondre à une crise. Et ensuite, normalement, je réinsiste sur mon fameux policy mix, on vient à une politique budgétaire et monétaire coordonnée. Ça, c'est excessivement important. Et aujourd'hui, et c'est un peu aussi ce qui se passe aux États-Unis, à mon sens, pour aussi expliquer cette situation classique, c'est qu'on a créé, que les États créent énormément de création et de stimuli budgétaires, alors qu'on a cette politique monétaire qui est de moins en moins accommodante. Donc, on va vivre, en effet, avec une inflation durablement plus élevé. Il y avait beaucoup de débats quand on était en situation de déflation, de dire pourquoi 2%, pourquoi pas 3%. Vous avez des économistes comme Stiglitz qui disaient pourquoi on n'est pas même à 4%, ce serait très bien pour des pays excessivement endettés, ce serait une solution par rapport à l'endettement public. Donc c'est vrai que ces 2% ne faisaient pas consensus. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a aussi des débats auprès de la Commission européenne pour aussi revoir le pacte de stabilité et de croissance en disant est-ce que 3% de déficit, 60% de dette, c'est vraiment tenable. Moi, je pense que ce qui va se passer à moyen long terme, la zone euro, on le sait avec ses hétérogénéités, c'est qu'il va y avoir des trajectoires très spécifiques par pays qui seront de plus en plus, on l'a dit précédemment, adaptées. Comme dit la BCE, on augmente les taux, mais attention, si l'Italie est affectée, on fera quelque chose de particulier pour ce pays. Donc, je dirais qu'on aura vraiment une politique adaptée, adaptable aux États, aux situations, parce qu'on sait très bien, on le voit de plus en plus, que les ratios, les taux génériques, sont pris à contestation et ne vont pas solutionner le problème. Donc, on vivra avec plus de 2% d'inflation et on pourra tout à fait très bien vivre si, encore une fois, on a de la croissance, si on a de la création de richesse, si on a une augmentation de la productivité. Donc, on n'a pas que cet indicateur-là à traiter.
Véronique Riche-Flores, l'avantage de vivre avec plus de 2% d'inflation, déjà, c'est que ça nous aide à rembourser notre dette. Eh ben oui, Toute c'est non seulement un avantage, mais c'est indispensable. Vu les niveaux de surendettement généralisé, de toute façon, l'inflation ne peut être que bienvenue. Alors après, une inflation à 10%, c'est extrêmement mortifiant et ça a des conséquences très, très négatives à tout un tas de niveaux. Une inflation entre 3 et 5%, finalement, est tout à fait, compte tenu de nos niveaux d'endettement, tout à fait gérable. Et on le voit d'ailleurs, ça permet aux États notamment d'être là, d'être présents, de faire du militaire, de soutenir les entreprises face à tout épisode de crise. On n'a jamais eu autant d'implication des États dans la vie économique. Et effectivement, si on n'avait pas cette souplesse, ce serait beaucoup plus compliqué sans doute. Et puis ça permet d'avoir des résultats finalement de désendettement qui commencent à être perceptibles. Donc, ça atténue quelque part la pression sur les taux d'intérêt. En réalité, on a des banques centrales qui remontent très violemment leurs taux d'intérêt directeurs. Et vous voyez les taux à plus long terme, le taux de financement des États qui s'est vraiment écrasé d'ailleurs au moindre petit stress financier. Donc, pour l'instant, on vit bien avec plus d'inflation. Petite parenthèse sociale peut-être, mais vivre avec plus de 2% d'inflation, si les salaires ne suivent pas, Jean-Marc, ça peut devenir socialement compliqué. Oui, mais en France, par exemple, le SMIC est indexé. Il a augmenté de 8% l'année dernière. Pas tous les salaires. Après, ça se répercute. L'augmentation du SMIC, elle a des conséquences jusqu'au 5e décile, pratiquement, des salaires. Donc, et dans la plupart des pays, vous avez des salaires minimums, même aux États-Unis. Dans certains États, vous avez des salaires minimums. Mais moi, ce que je trouve plus inquiétant dans ce qui se passe, c'est que pour lutter contre l'inflation, on a mis des taux d'intérêt à court terme très élevés, alors qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit la bonne médication, et vous avez des taux à long terme qui, eux, restent bas. Et donc, vous avez une inversion de la courbe de taux. Et donc, historiquement, l'inversion de la courbe de taux, c'est plutôt l'annonciateur d'un ralentissement, voire d'une récession. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est sur l'histoire du policy mix. Enfin, moi, je suis plus dans la vision à la Tim Mergen, c'est-à-dire chaque outil est consacré à un problème. Le policy mix doit dire tout le monde va faire de la relance. On va mettre la politique monétaire, la politique budgétaire sur la relance. Non, on va mettre la politique monétaire sur un objectif, la politique budgétaire sur un autre objectif. Et je pense que la politique budgétaire est en train d'échouer. Elle échoue parce qu'elle n'arrive pas à maintenir dans les pays où elle est menée de façon très, très vigoureuse, véritablement la croissance. Elle entretient quoi? Elle entretient essentiellement des mécanismes d'équivalence ricardienne, c'est-à-dire des taux d'épargne qui remontent. Tout le monde dit qu'il y a des évolutions d'épargne qui n'arrêtent pas de conduire à des accumulations d'épargne. Et deuxièmement, dans un certain nombre de pays, des déficits extérieurs considérables. Le déficit budgétaire américain ne soutient pas la croissance des États-Unis. Il est produit un déficit extérieur de 1 000 milliards de dollars. C'est valable aussi pour la France, Jean-Marc. Et c'est valable aussi pour la France. La France est dans une situation de déficit extérieur qu'elle n'a pas connue depuis 1983. Alors à l'époque, en 1983, les gens de ma génération se souviennent qu'on avait enfermé la population à l'intérieur du pays avec le carnet de change pour éviter la déperdition de devises. Là, maintenant, les exportations allemandes paient notre déficit extérieur, mais cette politique budgétaire n'est pas une source de croissance. Pour moi, elle est source de déficit extérieur, de surépargne dans certains endroits, et donc de véritables problèmes. On va parler de croissance, justement, avec Alexandre. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de risque de récession. Il est vraiment écarté? Pour l'instant, on l'a évité. Il y a eu une récession technique aux États-Unis, mais pour l'instant, on est passé à travers les mailles du filet. Oui. Est-ce que ce risque, il est toujours présent? Alors, je pense qu'il est plus présent maintenant qu'il était finalement l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait encore des stocks d'épargne absolument gigantesques constitués post-Covid. Il y a effectivement une récession qui était technique aux États-Unis, mais qui n'était pas au sens du NBER, donc pour des qualificatifs plus précis, il faut aller plus loin dans le choc sur les entreprises, choc de consommation qu'on n'avait pas eu forcément l'année dernière. Mais là, on voit que tous les curseurs qu'on a, et ça a l'air d'aller assez vite ces dernières semaines, en fait. On a eu ce choc bancaire aux États-Unis. Je pense qu'il est autant sur l'aspect financier pur, stabilité, il y a des outils pour répondre. On a vu, les États, les banques centrales ont réagi extrêmement vite par des mécanismes de garantie, par des rehaussement du bilan de la Fed ou autre, c'était très rapide. Mais sur l'effet que ça va créer sur le tissu économique, sur les entreprises et les ménages, notamment en termes de coûts de crédit, c'est même avoué, même pas à demi-mot par les banquiers centraux, aussi bien Europe États-Unis. Tous le disent, Christine Lagarde aussi, en disant que finalement la crise bancaire va faire une partie du job qui était dévolue jusqu'à présent aux banquiers centraux en durcissant les conditions financières. Les banques, effectivement, vont moins prêter à des conditions moins avantageuses. Et donc, ça touche aussi bien les entreprises que les particuliers. Et même en Europe, avant même ce choc bancaire,
les dernières stats qu'on a eues sur la BCE, on voit que la progression des crédits aux ménages en zone euro, on est sur la plus faible progression depuis 2021 à peu près. On est sur des niveaux en fait qui étaient des niveaux d'avant Covid. Donc tout l'excès de demande de crédit qu'on a eu post-Covid a été corrigé. Et maintenant, on entre dans une phase où on ne voit pas comment il y aura une nouvelle stimulation de ce crédit. On ne peut qu'aller vers des choses qui sont... La Fed ne va pas pivoter tout de suite. La Fed, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est au taux terminal ou pas? Moi, je pense qu'on y est. Et dans le pire des cas, on a 25 points de base de plus. Mais même quand on est au taux terminal, derrière, il y aura, comme toujours, un plateau. Le plateau, il va au moins durer... Vous croyez au scénario d'une baisse des taux cette année? Alors, peut-être une en fin d'année, par contre, je ne crois pas effectivement que je pense que le marché, par contre, à ce stade, est trop ambitieux. Là, on presse quasiment 3 fois 25 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Ça c'est complètement excessif. Mais peut-être une, oui, parce que ce que l'on voit, ce que je disais tout à l'heure dans quelques instants, c'est que tous les indicateurs, la partie manufacturière est contractée depuis 5 mois aux États-Unis. Et la partie service, qui est donc inflationniste, on voit là, d'un coup, d'un mois à l'autre, qu'elle commence à pivoter à la baisse. Et je ne vois pas, encore une fois, dans ces conditions-là, post-stress bancaire, comment les conditions de crédit vont s'assouplir. Et ça, c'est quand même un élément important parce que tout à l'heure, on disait, est-ce que la demande est inflationniste? Elle est quand même inflationniste au moins aux États-Unis. Quand vous regardez la tendance médiane des ventes au détail sur les 6 années ou 7 années précédant le Covid, on voit qu'il y a une bosse d'accélération des ventes au détail, mais un écart type absolument gigantesque qui se crée et qu'on commence seulement à corriger. Donc, on n'est même pas encore revenu aux États-Unis sur la tendance qui préexistait avant le Covid. Alors qu'en Europe, on est passé, notamment sur les volumes, en dessous. Donc, c'est pour ça que la BCE doit aller moins loin que la Fed, mais la Fed, de son côté, doit garder ses taux sur ces niveaux-là. Et c'est pour ça que je pense que oui, il y a un risque de récession, mais par contre, je ne pense pas, parce que politiquement, ce serait inacceptable, mais je pense qu'on peut avoir une récession qui est à demi-mot souhaitée par la Fed, et par les autorités, parce qu'il faut casser quand même cette demande qui est inflationniste, mais il ne faut pas que pour soigner une crise qui était dramatique, qui était la crise Covid, où on a mis plein d'instruments en place pour soigner ça, qu'en soignant les excès post-Covid, qu'on réentraîne l'économie américaine dans un choc systémique ou autre. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être une récession technique à laquelle je crois, mais je ne crois pas en revanche qu'on ait un 2007-2008 bis ou qu'on ait quelque chose qui soit profond, voilà, qui soit juste pour calmer la température. Là, on parle des États-Unis. Pour la zone euro, risque de récession également? Mais pour l'Allemagne, ça a été écarté en tout cas, semble-t-il. On a les instituts allemands qui disent qu'on aura finalement 0% de croissance au premier trimestre, donc récession hivernale apparemment écartée. Pour l'ensemble de la zone euro? Après, ça va se jouer sur l'épaisseur du trait quand même. C'est-à-dire que même si on échappe à la récession, on n'aura pas non plus 3% de croissance. Donc ça va être une année un peu flat, un peu molle en termes de croissance, si croissance il y a. Et donc, c'est pas non plus l'environnement parfait pour aller très haut sur les taux. La BCE, pas convaincu qu'elle puisse aller au-delà de 4% sur les taux. Ça aura des conséquences là sur l'économie qui seront plus profondes. Et alors, sachant que ce qu'elle fait déjà impacte le crédit. Donc il me semble qu'un taux terminal entre 3,50 et même peut-être 3,75 suffirait. Donc je pense qu'on n'est pas très loin non plus du taux terminal pour la BCE. Vous allez me dire que je vais faire une fixation sur la BCE, mais lors de la dernière réunion, Christine Lagarde a relevé ses prévisions de croissance. Pas que le Christine Lagarde. Tous les instituts. Oui. Le consensus a révisé d'ailleurs ses prévisions de croissance et je pense... Et ça ne va pas dans le sens d'un risque de récession. Oui, ça peut se retourner très vite. En réalité, il semble que le premier semestre sera sans doute relativement soutenu. On a des effets de rattrapage, on a eu la baisse de l'euro qui aide. Alors la Chine n'est pas au rendez-vous, c'est très clair. Il y a des broutilles quand même un petit peu, mais les données s'améliorent. Il y a du rattrapage dans le secteur automobile. Alors on comprime la consommation. Les chiffres de consommation en Europe sont vraiment très mauvais. Mais du côté automobile, il y a quand même, c'est clair, on a un parc automobile qui est vieillissant. Il y a quand même une meilleure visibilité aussi sur ce marché automobile électrique. Donc il y a un ressort de demande qui peut se manifester peu à peu et tenir un peu la croissance. La vraie question, à mon sens, c'est que se passe-t-il aux États-Unis? Effectivement, est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? On a eu des tas de phénomènes très temporaires, des intempéries, du rattrapage dans les services. Et aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre, c'est une détérioration extrêmement rapide des indicateurs qui peut nous conduire très vite à une récession. Une récession qu'on espère de très courte, enfin relativement limitée, si effectivement la Fed réagit vite et si on a un petit peu de soutien budgétaire, ce qui n'est pas impossible, mais ça commence à être tard maintenant, mais qui peut aussi tourner vinaigre. N'oublions pas la trame de fond. La trame de fond, c'est la crise bancaire. C'est une situation financière à bien des égards préoccupante qui menace peut-être effectivement qu'une récession puisse devenir beaucoup plus profonde que tout ce qu'on a en tête. Et j'ai le même scénario, on a quelque chose de soft.
Mais on sent bien voilà, qu'on est peut-être un peu biaisé. Anne-Sophie, vous souhaitez réagir? Oui, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout sur ces perspectives. Déjà, quand on regarde, comme je le disais, les stocks de masse monétaire et toujours ce qui a été injecté depuis le début de la crise Covid, il y a 3 fois plus donc, de masse monétaire qui a été injectée, par exemple, au niveau international de ce qui s'est passé à la crise de 2008. Donc, on voit qu'on a cette capacité, et notamment aux États-Unis, on a eu énormément d'injections, énormément de politiques budgétaires très accommodantes. On se souvient de cette politique d'échec qui a été beaucoup plus importante, directement donnée aux ménages et qui a été beaucoup plus agressive et en amont que ce qui s'est passé en Europe. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on a ce filet, même dans la consommation. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, votre discours, parce que tous les organismes de prévision ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance. Après, on va mesurer mondiale. aussi, ce ne sont pas des révisions exceptionnelles. Non, mais on parlait de risque de récession. Les États-Unis, là, on est plutôt sur 1,5 cette année en annualisé, donc on est quand même très loin de la récession. L'autre élément, c'est quand on calcule les acquis de croissance, parce que là, les indicateurs dont vous parlez sont des indicateurs très conjoncturels et très volatiles. C'est vrai que quand on regarde comment est fait le compte national et quand vous avez les composantes de la croissance et que vous avez les acquis, vous voyez que là aussi, et c'était aussi le cas pour la France, on n'était pas sur des cas de récession ou de chute vertigineuse. La crise bancaire, pareil, on en parle beaucoup. Là aussi, ce n'est pas une crise financière, une crise bancaire comme on a pu avoir en 2008. C'est dans un secteur très particulier parce qu'il y a eu cette banque et on va dire 40 milliards de dépôts qui ont disparu en 2 jours. Donc c'est sûr que c'est très compliqué pour une banque de survivre après ça. Mais en tout cas, c'est cantonné. Ça a tout de suite été très, très, très bien répondu par la Fed. Et donc, on n'est pas du tout dans ce risque. Alors, bien sûr, on en reparle dans 6 mois. Non, mais pas de problème. On en parlait a déjà de tels dans niveaux 6 mois, d'endettement et justement d'hyperliquidité qu'il y a une fragilité financière qui va de pair. Mais ça, on peut avoir le même discours et on peut le retrouver il y a 1 an, il y a 2 ans, on avait exactement les mêmes discours. Donc encore une fois, quand on regarde vraiment les données macro, et c'est pour ça que les instituts, comme vous disiez, même l'OCDE, le FMI, expliquent qu'ils revoient la croissance à la hausse, c'est parce que quand vous regardez les acquis de croissance et vraiment les composantes de la croissance, vous n'êtes pas dans ce risque de récession. Et puis, il faut quand même finir sur le sujet que disent justement tous ces organismes et qu'on voit, c'est quand même la crise avec l'Ukraine et l'énergie. Les États-Unis sont le pays grand gagnant de cette crise en termes énergétiques. Il faut rappeler qu'ils sont autosuffisants, qu'ils exportent leur gaz et leur pétrole de schiste. Et les pays du Golfe. Et des pays du Golfe, exactement. Et donc, ça, en effet, pour eux, c'est quand même une conjoncture qui est excessivement favorable, qui va continuer aussi à moyen long terme et qui fait qu'à mon sens, quand on regarde encore les indicateurs qui ne sont pas conjoncturels mais structurels, on n'est pas du tout dans ce scénario de récession. Jean-Marc Daniel, risque de récession? Alors, risque de récession, il y a cet indicateur taux long, taux court, qui est un indicateur un peu mécanique. Effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, c'est quand même un indicateur. Donc, ce que je pense, c'est que par rapport aux États-Unis, je maintiens l'histoire de la consommation. Quand vous avez un déficit extérieur de 1 000 milliards de dollars, quand vous avez une administration américaine qui vous dit désormais le pays, l'avoir extérieur net du pays, c'est-à-dire la différence entre ce que nous détenons, nous, Américains, à l'étranger, et ce que les étrangers détiennent aux États-Unis, a atteint 60% du PIB. C'est le pays qui est le plus détenu au monde à l'heure actuelle. Et vous vous souvenez de cette réaction de Donald Trump, quand on lui montrait les voitures allemandes, il dit « Oh là là, ça va pas, ça, il faut qu'on produise nous-mêmes nos voitures. » Et on lui dit « Mais vous savez, l'hôtel où vous sortez, il appartient aux Japonais. » Et donc, il avait dit « Si, en 1945, ils ne l'ont pas compris, on peut recommencer. » C'est-à-dire que le pays appartient de plus en plus aux gens ses fournisseurs. C'est-à-dire que le pays est devenu le consommateur en dernier ressort de la planète, moyennant quoi il est devenu le débouché des investissements en dernier ressort de la planète. Or, l'administration Biden est en train de dire c'est insupportable. Ils ont un programme de réduction du déficit budgétaire sur 10 ans de 3 000 milliards de dollars. Ça ne veut pas dire... C'est au total, c'est l'ensemble des sommes qu'ils veulent économiser sur les dépenses publiques. Donc je pense qu'il y a conscience, encore une fois chez les Américains, du fait que l'arme budgétaire ne sert à rien. Et que le véritable enjeu... Alors ça colmate les brèches, écoutez, mais quand on fait, on a fait des déficits budgétaires de 13%, 15%, 16% au moment de la récession de 2008-2009, et on n'a pas évité la récession. Et donc, je crois qu'un des véritables enjeux à moyen terme, c'est de retrouver le principe fondamental de la croissance. D'où ça vient, la croissance? Qu'est-ce qui fait la croissance? Et la croissance, c'est de l'investissement qui se traduit par des gains de productivité. Et le véritable problème, c'est pas de faire du déficit budgétaire, c'est de se poser la question, très rapidement, pourquoi les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous?
Pourquoi est-ce que cette économie américaine, dont on nous dit qu'elle est à la frontière technologique, qu'elle est en train de truster toute l'inventivité mondiale, qu'elle est en train d'innover en permanence, pourquoi cette économie américaine se traîne et n'arrive pas à dégager, grâce à ses gains de productivité, des taux de croissance? Eh bien, écoutez, il y a eu un rapport du Centre d'analyse économique sur le sujet sur la France, et la conclusion était imparable. C'est un mystère. L'évolution de la productivité est un mystère. Et donc, bon, face à ça, effectivement, moi, je m'aligne là-dessus. J'aimerais juste dire sur l'aspect récession ou pas. Je pense que le focus qu'on va avoir au deuxième et troisième trimestre, enfin dans les mois qui viennent aux États-Unis, c'est quand même l'aspect consommation. Parce que dans les discours de banque centrale, la Fed ou autre, on voit bien que c'est ça c'est un peu ça qui pose problème. C'est qu'ils identifient souvent l'origine de l'inflation comme étant venue d'une surdemande, une offre qui n'était pas suffisante. Maintenant, l'offre s'est améliorée, mais la demande est restée forte. Quand vous regardez certains indicateurs, comme les indices du marché du crédit immobilier, par exemple, c'est des niveaux d'indices de financement hypothécaire ou refinancement hypothécaire, des niveaux de dégradation qu'on n'avait pas vu en termes d'activité. Je ne parle pas en termes de volume absolu, mais en termes de dynamique de marché, des niveaux qu'on n'avait pas vus aussi bas depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a un vrai choc des taux sur l'aspect crédit hypothécaire et crédit immobilier. Vous regardez ensuite les encours de cartes de crédit, par exemple, aux États-Unis, on voit bien que l'aspect excès d'épargne qui diminue provoque du coup un report du financement via les cartes de crédit, mais les conditions de financement restent à ce stade toujours restrictives. C'est les termes qu'on peut la Fed toujours. On est dans des conditions qui sont restrictives. Et à un moment donné, quand vous avez donc des consommateurs qui sont peut-être un peu trop, je dis pas trop endettés, mais qui ont vraiment une vision du financement qui va changer, qui vont moins consommer, le pricing power des entreprises, la capacité à relever les prix, et ça je pense qu'on a déjà en Europe, une capacité qui va être limitée à monter les prix ensuite, ça va entraîner, je pense, moi, je vois arriver par là, si vous voulez, la faiblesse de l'économie américaine. Pas tellement par même quand vous regardez par la Chine, par exemple. Vous voyez, le redémarrage en Chine, on a eu des indicateurs qu'on regarde sur l'aspect manufacturier, parce que ce qui est produit manufacturièrement, c'est ce qui majoritairement est exporté. Vous regardez, dans les services, ça tient toujours bien en Chine, mais la reprise manufacturière, il y a eu une réaccélération pendant 2-3 mois post-déconfinement, et le dernier indicateur PMI qu'on a eu, boum, il retombe dans la zone des 50, à la limite de la contraction. Ça veut dire que la reprise de l'activité manufacturière en Chine n'est pas linéaire, et je pense qu'elle ne l'est pas parce que les économies européennes et américaines sont en train de ralentir, et on revient aussi à la question de l'OPEP. Je pense que c'est aussi pour ça, du coup, que l'OPEP a diminué un petit peu la voilure. Donc je pense que c'est sur la consommation que la faiblesse risque d'arriver, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis au deuxième trimestre. Les banques centrales ont relevé leurs taux de manière agressive, rapide. Ça n'a jamais été aussi rapide aux États-Unis depuis Volcker. Quel peut être l'impact sur la croissance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Véronique Riche-Flores, qu'on se réveille dans quelques mois avec un effet retard des hausses de taux et une gueule de bois, en fait? Alors, il y a toujours des effets retard, des hausses de taux. D'ailleurs, l'épisode de la crise bancaire, même s'il est circonscrit pour l'instant, en est une belle illustration, effectivement. Et ça opère toujours avec un certain décalage de 6 à 9 mois. Donc ça, c'est assez classique. Alors quand on accélère le rythme de hausse, on s'expose à une inconnue et à des effets qui sont moins bien prévus. Il reste néanmoins que quand on est face à un phénomène d'inflation, une banque centrale qui veut véritablement durcir et dont la politique doit avoir un effet négatif sur la demande, puisque c'est le but, logiquement, elle vise une neutralité à minima des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire des taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Aujourd'hui, ce que vous constatez, et c'est probablement un des éléments qui explique une partie de la résilience de l'inflation, cette résistance de l'inflation, les taux d'intérêt réels sont encore très fortement négatifs. Alors, ils le sont nettement moins qu'il y a quelques mois, mais ils le sont néanmoins. Alors, si l'inflation décélère comme ce que tout le monde anticipe, on finira par avoir des taux d'intérêt réels positifs, et à mon avis, ça intervient à partir de la fin du printemps, début de l'été, et c'est un des facteurs récessifs qu'on regarde de très près, parce que c'est à partir de ce moment-là que le durcissement de la politique monétaire commence à impacter les agents. Tant que vous avez des hausses de taux, mais que l'inflation va plus vite que les hausses de taux, finalement, on s'est peut-être tous posé la question, est-ce que ça vaut pas le coup que je prenne un emprunt immobilier aujourd'hui avec des taux d'intérêt réels négatifs et un prix de l'immobilier qui continue à monter? Non. Donc voilà, et on comprend bien par ce mécanisme-là que ces hausses de taux directeurs n'ont très peu d'effet sur l'activité effective. À un moment donné, néanmoins, quand l'inflation, même si c'est pour des raisons d'effet de base ou autres, décélère, là, ça commence à mordre. Donc, oui, il y a des effets retard. Je pense que la persistance de taux d'intérêt négatifs a néanmoins atténué l'impact de ces hausses de taux directeurs.
Une baisse de l'inflation risque néanmoins d'avoir un effet plus marqué par la hausse des taux d'intérêt réels. Mais si les banques centrales sont allées trop loin, où est-ce qu'on le verra arriver? Est-ce que ce sont les banques, comme le disait Véronique à l'instant, qui vont fléchir en premier? Alors, c'est vrai que là aussi, je pense qu'il faut repartir de la situation avant la crise. On était vraiment dans une situation où les taux étaient, encore une fois, historiquement bas et très, très, très longtemps. Donc là, c'est vrai qu'on a eu des hausses très, très fortes en très, très peu de temps. Donc voilà, on crie au loup, on le voit même en Europe. Dès qu'il y a une hausse de taux, on dit « oh là là, le marché de l'immobilier va s'effondrer, tout va s'effondrer, c'est extraordinaire, etc. » Il n'est pas très brillant en France, le marché immobilier. Il est en train de ralentir. Brillant, mais il n'y a pas de hausse, des baisses de prix de 20, 30, 40%. Mais on a les premières baisses de prix. Pardon ? Mais on a déjà des premières baisses de prix. Oui, mais parce qu'on avait des marchés qui étaient en bulle et qui étaient excessivement hauts. Donc, il faut aussi regarder par rapport à ça. C'est toujours par rapport à quand on regarde. Et donc, quand vous regardez ça, on n'a pas les effondrements, même dans les grandes villes, etc., qu'on annonçait avec le Covid et le confinement. Aux États-Unis aussi. Donc, le problème, en fait, c'est comme on a été tellement biberonné à des taux si bas, à cette situation de politique monétaire ultra accommodante pendant plus de 10 ans, maintenant qu'on est plus, à mon sens, dans une période de normalisation, on crie au loup de l'autre côté en disant c'est la catastrophe, sachant qu'en plus, les banques centrales ont quand même un wording très, très, très travaillé. Tout ça était quand même, elles vont vraiment annoncer leur hausse de taux, c'était vraiment très prévu, très anticipé. Donc même le marché a pu et le savait qu'il allait avoir donc ces hausses de taux-là. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences, en effet, concernant l'inflation. Et par exemple, aux États-Unis, le but, c'est vraiment la baisse de l'inflation et ça commence, plutôt qu'en Europe. Et en Europe, ce sera sûrement beaucoup plus progressif. Mais là encore, de dire ce sont les entreprises ou les banques qui vont lâcher, je pense que là aussi, c'est un petit peu trop compliqué de dire ça. Je pense qu'en effet, la question de la productivité est beaucoup plus prégnante et risquée que ces aspects-là. Jean-Marc, vous disiez tout à l'heure que les hausses de taux des banques centrales n'ont pas servi à grand-chose sur l'inflation, en tout cas sur ce type d'inflation. Oui, non, je pense Mais est-ce qu'elles ont tapé trop fort? Je pense qu'elles ont servi à rien. Je pense que là aussi, je suis toujours avec grand intérêt le discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et il expliquait bien qu'il y avait un élément qui pouvait jouer, qui était l'appréciation de la livre, mais il n'y est pas arrivé. Parce que si tout le monde augmente ses taux, tout le monde, à ce moment-là, se trouve dans une situation où la rémunération des capitaux placés dans le pays n'est plus aussi intéressante que si on avait été le seul à remonter ses taux. Et la deuxième raison qu'il met en avant, c'est le fait que, c'est ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est-à-dire on était dans une situation aberrante. Des taux d'intérêt négatifs, ça peut être commode, on peut dire effectivement c'est accommodant, c'est pas accommodant, c'est idiot, c'est absurde. Enfin, je veux dire, dès qu'on réfléchit... Être payé pour emprunter de l'argent. C'est quand même absurde. Ouais. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et donc que l'on corrige ça, c'était évident que ça allait arriver. Le véritable enjeu, c'est jusqu'où. Il faut faire la correction, c'est indispensable jusqu'où. Et donc là, on revient sur, donc je parlais de la Banque du Canada, de la Banque du Japon, elles disent, ces banques, écoutez, on est arrivé au moment où c'est le bon niveau. Il faut que la BCE se pose la question, il faut que la Réserve fédérale se pose la question. Mais il fallait monter les taux, ça c'est évident. Ensuite, sur le fait de savoir si ça va être récessif ou pas, il y a cet aspect inversion de la courbe des taux, qui est quand même un indicateur historique qui est assez inquiétant. Mais moi, fondamentalement, je sais que vous tenez absolument à ce que je fasse une citation latine avant la fin de l'émission. Et donc, je vais me livrer à cet exercice qui est un de mes exercices favoris. Et donc, la citation, je reprends celle que j'ai annoncée dans le couloir, « Sine labore, non erit panis ». Ce qui veut dire en latin, si vous ne travaillez pas de pain. Il n'y a pas de pain. Le pain, il vient du travail. Et donc, un des enjeux, c'est l'efficacité du travail et la productivité. La grande démission, pourquoi est-ce que le phénomène de la grande démission continue à sévir? Pourquoi est-ce qu'on voit aux États-Unis que ce qu'on annonçait comme étant un phénomène temporaire est en train de s'installer? C'est donc le labor qu'il faut trouver. Par rapport à ça, juste pour rebondir, c'est vrai que quand on a essayé de regarder, avant ça va être plus difficile, l'écho justement... Vous êtes exempté de latin. Je suis exempté. Je me le réserve, le monopole du latin, c'est moi. J'en ai fait aussi. Mais je peux vous décliner Rosa, si vous voulez. On fera ça après l'émission. On voit que sur le marché du travail américain, vous avez beaucoup, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on voit nos débats en Europe, de personnes qui en ont profité en fait, pour prendre leur retraite. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié de la retraite par capitalisation avec des montants de retraite finalement très importants et qui se sont dit, vu les conditions économiques et financières qui vont peut-être se dégrader après, je vais peut-être en profiter pour partir. Et donc, vous avez en effet beaucoup de gens qui ont changé de secteur, mais aussi beaucoup de gens qui sont juste partis parce qu'ils ont pris leur retraite aux alentours de 60, 61 ans. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça d'Europe,
C'est assez intéressant quand on dit toujours pourquoi en France on ne veut pas travailler plus. On voit qu'aux États-Unis, beaucoup ont soldé la solution en prenant la retraite par capitalisation et portant la retraite. Alexandre, on va vous laisser le mot de la fin. Les marchés financiers, et notamment le CAC, sont proches de leur niveau record. Comment est-ce qu'on explique cette insolence des indices boursiers, alors qu'on se pose quand même des questions? On vient de s'en poser pendant 1 heure sur l'inflation, sur la croissance. Parce que vous avez des multiples qui sont un peu différents. Les multiples du CAC, par exemple, au-dessus de 7000, ce n'est pas les multiples qu'on avait post-Covid, quand le CAC était remonté à 7000. On a des boîtes qui ont fait des bénéfices trimestre par trimestre, donc ça a détendu les multiples de valorisation. Et pour certains investisseurs étrangers, il y a aussi un effet devise qui a pu jouer favorablement. Quand vous avez des valeurs européennes qui coûtaient moins cher, que vous avez un dollar assez fort, vous achetez des actifs européens à bon compte. Donc ça a pu jouer dans les questions de valorisation entre marchés. Après, il y a une composante qui ont aussi beaucoup tiré, le luxe par exemple, mais pas que, parce qu'on peut dire c'est que le luxe qui fait le CAC. Non, vous regardez le MIB italien, il revient sur ces niveaux qui étaient les niveaux pré-Covid. Vous regardez le DAX allemand, il est plus très loin d'y arriver. Donc il y a le thème, c'est un peu le thème value aussi ou cyclique. C'est-à-dire que les indices européens sont composés de moins de valeurs de croissance et beaucoup plus de valeurs qui jouent le cycle économique, voire même de valeurs décotées. Et dans un monde post-Covid, ou en tout cas post-choc Ukraine, où les hard assets, les actifs physiques, matières premières ou autres, ont pris plus de valeur, eh bien, ça peut pareil pour les marchés financiers, les valeurs de croissance très prometteuses, très innovantes, mais dont on a encore certains rendements et de rentabilité. Donc, quand on l'a pas et qu'on a un schéma de stress de marché et qu'il faut arbitrer entre les deux, on va reprendre, pas les techs qui ont déjà beaucoup progressé pré-Covid, mais on va reprendre des valeurs plus traditionnelles. Juste pour terminer, pas faire trop long, quand je parle de récession, moi je pense à un scénario très médian. C'est-à-dire, je ne vois pas du tout un scénario dramatique de Vous l'avez dit, c'est pas 2008 bis. Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça peut être une espèce de point de passage obligé d'un ralentissement économique qui peut flirter avec la récession. Donc je crois toujours au soft landing de l'économie américaine. Ça, je n'ai pas abordé cette idée-là. Simplement d'une nécessité de calmer une consommation qui était vraiment excessive post-Covid. Et juste pour terminer, pour rebondir sur le propos de Jean-Marc, sur l'inversion de la courbe de taux, c'est vrai que si on regardait et terminer sur une note positive, la différence de cette inversion de courbe de taux et puis de repentification qu'on commence à avoir, c'est que les marchés financiers, cette fois-ci, ils ont baissé pendant la phase d'inversion de la courbe de taux. Alors, vous regardez crise des subprimes et crise d'Internet, c'est au moment de la repentification de la courbe de taux que la chute des marchés est intervenue, en fait. Donc là, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de baisses qui étaient pricées dans l'inversion de la courbe de taux, et en fait, la repentification va se faire parce que les taux courts sont en train de baisser, et les taux courts commencent à baisser parce que les pressions inflationnistes sont un peu moins fortes. Donc, je pense que c'est ça le mécanisme de sortie et de repentification, mais l'inflation, même si elle est à 6, elle n'est plus à 9 aux États-Unis, il faudra quand même plusieurs mois avant qu'elle arrive dans des zones plutôt proches de 2. Et c'est là qu'il y a pas des frictions entre, d'un côté, des marchés qui attendent peut-être trop vite des pivots de banque centrale, et puis une économie qui va devoir encore ralentir pour arriver à 2%. Cette friction-là, que sur les marchés, on devra avoir un peu de clapotis pour pendant quelques temps. Véronique, vous vouliez réagir très vite? Très, très vite. Je pense qu'il y a un élément important qui est extrêmement difficile à chiffrer, mais c'est qu'on s'est débarrassé de la déflation en Europe. Et que la déflation, pour les entreprises, c'est quand même pas le Pérou. Et ça a un coût. Ça a un coût en termes de valorisation. Le fait de retrouver de l'inflation, alors trop pour le coup, bien sûr, ça redonne de l'oxygène, me semble-t-il, qui est assez justifié aux valorisations européennes. Voilà, on perd le soutien monétaire des bilans qui ont été très, très porteurs pour les indices européens et comme ceux du reste du monde. Mais je pense qu'on gagne avec ce retour ou la disparition de la déflation. On y reviendra peut-être d'ailleurs. Je suis assez d'accord que ça pourrait revenir plus vite que ce qu'on pense. Mais ça redonne effectivement une valorisation ou des soubassements plus solides, me semble-t-il, aux entreprises européennes. Après, que les marchés soient relativement chers et un peu trop biaisés, ça me paraît assez évident. Mais attention, vous avez des taux d'intérêt réels négatifs, des politiques budgétaires qui sont à la manœuvre à tous les niveaux. L'Allemagne ne va pas lâcher, donc les autres ne vont pas lâcher. On va faire du militaire, on va faire du je ne sais pas quoi. Et j'ai oublié le troisième point, mais voilà. Et des liquidités très abondantes. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de Riche-Flores Research. Anne-Sophie Alsif, merci également. Chef avec 2 F, vous y tenez, économiste à BDO France. Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business, professeur émérite à l'ESCP. On vous retrouve demain matin ? Ah oui. Sur BFM Business. Oui, je pense, oui. Quelle heure ? 7h10. 7h10. Rendez-vous est pris avec une citation en
matin. Et Alexandre Baradez, merci beaucoup, chef analyste chez IG. La soirée continue sur BFM Business. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en replay sur notre site. Très bonne soirée. Émission spéciale La Nuit du Trading sur BFM Business.